évidemment qu'il te faut de l'argent. Il t'achète la santé. L'argent t'achète tout, sauf le temps. Le plus dur, c'est d'avoir quelques millions au début. Et ensuite, tu vois, ça déroule et ça vient. J'ai fait plein de bêtises chez Feed. Je pense qu'on a levé trop d'argent, on a levé 40 millions. Aujourd'hui, nous recevons Anthony Bourbon, fondateur de Feed et investisseur dans plus de 40 startups. De la rue au million, découvrez toutes les clés qui ont permis à Anthony de construire un empire tel que le sien, au destin improbable, mais vrai. Bonjour Anthony. Bonjour Kathleen. Après tant de sacrifices, comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens bien, mais pas complètement abouti. Je pense qu'on peut aller plus loin et c'est un peu ça qui est excitant, toujours essayer de repousser tes propres limites. Tu as vécu une vie d'une violence inouïe, un père violent, une mère dépressive, un divorce parental et puis la rue. Qu'est-ce qui t'a donné cette force de te relever ? Quel était vraiment le déclic ? J'avais pas trop le choix, pour être honnête, donc j'ai pas de mérite particulier, c'est juste que si je voulais pouvoir manger, il fallait que je trouve des solutions, que je gagne de l'argent, que j'aille de l'avant, donc j'ai pas eu le temps de me poser trop de questions philosophiques. J'ai essayé de faire en sorte que ma vie soit excitante, passionnante, et même dans les situations les plus difficiles, j'ai toujours essayé de me dire « vas-y, t'inquiète, pense un peu plus loin, pense à demain, pense à dans 10 ans », et ça me permettait de m'extraire un petit peu du moment présent qui était parfois assez compliqué. Ouais. Et justement, à ce moment-là, tu te dis « j'ai 5 ans pour tout changer », c'est ton but. Et tu crées ton empire Feed, mais avant tout, tu fais la rencontre qui va chambouler ta vie, celle de Mélanie, qui va te pousser dans tes retranchements. Et justement, quelle est l'importance que tu accordes à l'entourage lorsqu'on crée une marque ? L'entourage, c'est vraiment la clé pour moi, parce que si tu t'entoures de personnes pathogènes, elles vont avoir tendance à te tirer vers le bas, à t'empêcher de croire en toi, et paradoxalement, c'est souvent les gens qui t'aiment le plus, ta famille parfois, ta copine, ton copain, qui vont avoir peur que tu essaies de nouvelles choses parce qu'ils vont remettre en cause leur propre confort et vont faire en sorte que tu restes avec eux, parce qu'en réalité, si tu réussis, c'est aussi à leurs propres échecs que tu vas les renvoyer. Donc l'entourage, c'est la clé, et si j'avais pas rencontré Mélanie quand j'étais jeune, clairement je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai un grand respect à la fois pour les gens qui m'entourent et pour ceux qui me poussent vers le haut. Il faut pas oublier d'où tu viens aussi, c'est important de rester connecté à la réalité, et aujourd'hui que j'ai un peu réussi, je mets vraiment un maximum d'énergie pour renvoyer l'ascenseur à la fois à mes proches en les faisant gratter autour de moi, parce qu'avoir de l'argent seul, franchement, ça sert à rien, mais aussi via des associations, des projets caritatifs, parce que au-delà de leur donner quelque chose, j'absorbe aussi leur énergie, puisque quand ils me racontent leur réalité du moment, ça me renvoie à ce que j'ai vécu, et du coup ça me redonne un boost, tu vois, et le matin j'ai encore plus envie de tout éclater, quoi. Ça te tient vraiment à cœur de créer des relations fortes avec ton équipe. On est d'accord que créer une équipe est une chose, mais créer une cohésion d'équipe en est une autre. Justement, quelle est l'incidence positive sur le fonctionnement de l'entreprise ? Est-ce que c'est vraiment le noyau central d'avoir un bon fonctionnement, avoir une bonne équipe, mais surtout une bonne cohésion d'équipe ? Ouais, la team, c'est la clé. Seul, tu peux rien faire. Donc, si t'as pas les bonnes personnes autour de toi, c'est voué à l'échec. Et au-delà de recruter, il faut savoir fidéliser. Trouver des bonnes personnes, ça se fait au final, mais ce qu'il faut, c'est réussir à les garder pendant plusieurs années. Et au-delà du salaire, c'est vraiment l'histoire que tu vas raconter, que tu vas vivre avec eux, les valeurs que tu vas utiliser qui font qu'ils vont avoir envie de se dépasser au quotidien à tes côtés et de ne pas te trahir. La loyauté, c'est super important dans la vie, que ce soit en amitié, en amour, en business. Et la loyauté, ça se crée, ça se mérite. C'est-à-dire que si tu n'es pas juste avec les gens autour de toi, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens soient honnêtes. Donc, être toujours fair, renvoyer l'ascenseur, créer des liens, sans être dans le pathos. Moi, je ne suis pas le genre de mec qui va prendre des renseignements ou tous les jours sur mes équipes. Alors, tu as passé un bon week-end, tout ça, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, quand ils ont besoin de moi, je suis toujours là. Quand ils ont des vrais problèmes, c'est à ce moment que j'interviens. Et j'ai la chance, franchement, chez Feed, d'avoir un cœur de team qui est ultra puissant, et ce que j'appelle des lieutenants, des colonels qui autour de moi sont présents. Et je sais qu'au-delà de Feed, le jour où je lance un autre projet, ils seront là aussi. Et donc dans ton équipe, chaque CDI est actionnaire ? Ouais, on donne des BSPCE, donc c'est des actions gratuites pour faire très simple, et ça leur permet d'être incentivés, d'être motivés, d'être alignés au niveau des intérêts avec nous. Ça les pousse à se dépasser. Là, par exemple, il y en a qui ont vendu leur part sur une vente caption qu'on a faite, et donc tu peux gagner de l'argent, des grosses sommes pour des personnes qui généralement ont des salaires normaux, on va dire. Tu peux prendre plusieurs centaines de milliers d'euros, et ça change une vie, quoi. Donc c'est trop cool de voir que l'impact que tu vas générer, il est global et il n'est pas seulement personnel, parce qu'en réalité, encore une fois, si tu es tout seul à gagner, à t'enrichir, ça n'a pas vraiment de valeur. Ce qui est cool, c'est de partager, et je préfère vraiment gagner moins, mais avoir du monde autour de moi qui s'enrichit,
plutôt que d'être tout seul là-haut et puis de devenir un pauvre mec, quoi. Et justement, toi qui es pour la méritocratie, toi qui rêves d'un monde plus égalitaire où tout le monde puisse avoir la possibilité de réussir, comment est-ce que tu l'appliques à ton échelle? Alors je m'explique, lors de tes recrutements, quel est ton fonctionnement? Ouais, moi je regarde pas du tout le CV, je regarde vraiment la passion, l'envie, la motivation, la détermination, la résilience, la passion, et ça tu le vois dans les yeux. Donc il n'y a pas vraiment de règles, il y a plein de livres qui t'ont expliqué comment recruter, A-Method et compagnie, mais dans les faits, ce qui compte c'est est-ce que la personne va avoir envie de se dépasser, et parfois en prenant une personne qui a moins de skills qu'une autre, elle va être redevable parce que tu lui as fait confiance, et donc tu vas la former, tu vas l'aider, et quand elle aura réussi et qu'elle aura atteint, tu vois, un bon niveau, elle se dira faut pas que j'oublie qui a pris le risque. Tu vois, ça m'est arrivé avec quelques profils, des personnes qui commençaient au service client, qui avaient un job, on va dire, assez bas dans la hiérarchie, mais qui ont été fortes, qui ont été déterminées, et on les a faites monter, et aujourd'hui elles ont des vrais postes à responsabilité. Et c'est aussi ce pari sur l'humain que tu dois faire, parce que évidemment, quand tu as fait une grande école, faut pas taper dessus, mais ça veut dire que tu as le cerveau bien fait, ça veut dire que tu sais réfléchir. Donc, faut pas, tu vois, mon but, c'est pas de stigmatiser, ostraciser, séparer, dire les riches contre les pauvres, les grandes écoles contre les petites écoles. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment trouver la passion. Et à ce moment-là, tu sais que c'est quelqu'un qui va t'accompagner pendant plusieurs années. Et au premier abord, c'est aussi une question d'instinct. L'instinct, c'est la clé de façon gut feeling. Dans la vie, dans le business, il faut que tu arrives à développer ce truc-là. Et c'est très dur, ça demande du temps parce que tu dois te faire confiance. Et trop souvent, avant 30 ans, tu n'es pas capable de te faire confiance parce que les gens, tu vas les écouter. Et souvent, tu vas sentir un truc, tu vas dire « Ah, j'aurais fait ça », mais tu ne vas pas oser. Et a posteriori, tu vas dire « Putain, j'aurais eu raison ». Mais ce qui compte, c'est de le faire. Donc, il vaut mieux tenter des choses et les échouer plutôt que de se morfondre et de se dire « Ah non, j'ose pas y aller ». Enfin, fonce. Tu vois, la vie, elle est super courte en réalité. Avant 20 ans, je considère que tu n'as pas de libre arbitre parce que tu es un enfant, quoi, tu connais rien. Et les 20 dernières années de ta vie, bon, tu es plutôt dans une phase où tu peux pas apprendre un nouveau sport et tu vas pas te mettre au wakeboard. Donc, tu as déjà 40 années qui sautent. Il t'en reste, allez, on va dire une quarantaine, cinquantaine. Dans cette tranche-là, il faut tout défoncer. Et au début, lorsque tu rencontres chaque personne de ton équipe, ça te tient vraiment à cœur de leur faire savoir vraiment qui tu es. On parle d'essence, donc ton essence c'est ta raison de vivre. On parle de why. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le why et quelle est son importance ? Le why, c'est le pourquoi, du coup, en français, la mission que tu t'es fixée dans ta vie, dans ton parcours, pourquoi tu te lèves chaque matin. Donc le why, c'est super psychologique, philosophique, très personnel. Ça sort de l'argent parce que l'argent, en réalité, c'est pas une finalité, mais plutôt une conséquence. C'est parce que tu t'éclates au quotidien dans ce que tu fais que tu deviens bon. Et quand tu es bon, bah forcément, tu gagnes de l'argent. Donc, il ne faut pas se dire « je veux être milliardaire ». Mais plutôt, être milliardaire sera un outil pour atteindre mon objectif de vie. Et à ce moment-là, tu vois, l'argent, t'en fais pas une fin et ça te permet de ne pas en être dépendant. Parce que l'argent, tu vois, il y a des hauts et des bas. L'argent, il faut l'aimer beaucoup pour qu'il reste à côté. C'est super important de lui donner de l'affection, de le serrer parce qu'il va essayer de partir. Et à un moment, tu vas être riche, à un moment, tu vas être pauvre, à un moment, tu vas être riche. Moi, plusieurs fois, je suis millionnaire, j'ai tout perdu, nanana. Et maintenant, j'ai réussi à sécuriser, mais parce que j'ai fait ces erreurs qui m'ont appris à chaque fois. Donc l'argent, vraiment, il ne faut pas du tout en être fan. Il faut l'aimer, mais sans être obsédé, et il viendra naturellement. Et le why que moi je mets en avant et qui me parle, c'est de déclencher une révolution dans le pays. Donc ça peut paraître bizarre, mais je veux absolument remettre la méritocratie au cœur de la société parce que j'ai eu cette chance de vivre avec des très pauvres, aujourd'hui d'être entouré de très riches. Et encore une fois, il n'y a pas le bien, le mal, tout n'est pas blanc, noir, il faut mettre de la subtilité, de la nuance dans tout ça. Mais j'aimerais que n'importe qui puisse réussir, puisse s'extraire de sa condition. Et c'est quelque part des valeurs qui parlent à la fois aux pauvres, mais aussi aux riches. Même un riche, quand tu lui dis « j'aimerais que tout le monde puisse réussir », il ne peut pas te dire « ah ben non, il doit y avoir que les riches ou les héritiers qui peuvent le faire ». Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, c'est un peu comme si tu faisais des parties de Monopoly, mais quand tu en perds une, tu es sûr de perdre toutes les autres parce que celui qui a gagné la précédente va garder tous ses hôtels ou toutes ses maisons sur le plateau. Ce qui fait que toi, dès que tu vas lancer tes dés, tu vas tomber sur un hôtel, boum, tu vas te faire déboîter, tu ne pourras plus réussir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en réalité parce que quelqu'un qui a hérité de 200 millions, j'ai plein de gens autour de moi, tu vois, ça paraît ouf, hein, mais qui ont hérité de 100, 200 millions, ils ont tellement d'immobilier que sans travailler, ils vont avoir une rente locative qui va tomber et qui va leur assurer, je sais pas, 40, 50 000 euros par mois sans rien faire. Bon, ben toi, tu débarques derrière, c'est extrêmement compliqué de pouvoir lutter contre ces gens-là, sauf si tu fais de l'entrepreneuriat, que tu pars dans le Web3 ou que tu as une réussite incroyable, tu vois, et qui va faire que tu les rattrapes. Mais dans les faits, statistiquement, c'est super rare.
On comprend bien que le why est hyper important à définir. Donc l'essence de ta marque est posée. Quelles sont les valeurs essentielles à associer au why? Le why, tu as raison, il faut toujours qu'il soit complété par des valeurs qui te ressemblent et qui vont te permettre de l'atteindre. Parce que typiquement, tu vois, moi je veux faire une révolution dans le pays, mais c'est quelque chose de positif et je veux le faire avec des valeurs saines. Mais je pourrais très bien vouloir faire une révolution en disant moi je suis un guerrier, je veux tout péter, je suis maléfique, machin. Tu vois. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne valeur ou de mauvaise valeur, c'est juste tes valeurs perso authentiques. Et nous, ce qu'on a trouvé, c'est des valeurs qui m'ont ressemblé. Et la meilleure manière de les trouver, de toute manière, c'est de s'interroger avec les proches qui sont autour de toi et de leur dire quels sont les mots qui te viennent en tête quand tu penses à moi et que je ne suis pas dans la pièce. Parce qu'une marque, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là. Tu vois, il y a plein de gens, tu leur demandes quand tu es là, on dira ah, « t'es sympa, t'es intelligent, t'es machin ». Et dès que tu es parti, ils vont te dire « ah ouais, mais il est un peu vicieux quand même quand il réussit, machin ». Ce qui compte, c'est ces mots-clés là quand tu n'es pas dans la pièce. Et moi, c'était ambitieux, déterminé, résilient, passionné. Et donc du coup, j'ai pris ces mots, je les ai mis dans la brand plateforme de Feed. Et on se dit on doit réussir avec ces mots-clés. Et ça te permet de répondre à plein de questions. Quand tu es un peu dans le jus, quelqu'un te propose quelque chose, un deal, tu dois répondre vite. Tu te dis est-ce que ça colle à mes valeurs? Est-ce que c'est ambitieux? Est-ce que c'est passionné? Est-ce que ça? Et clac, tu peux répondre et vite t'enclencher. Justement, poser sa plateforme, son why, c'est ce qui permet justement de définir les 3 clés essentielles. Donc on retrouve la promesse, la mission et les valeurs. Quelles sont les tiennes? Ouais, ben la promesse, c'est vraiment faire la révolution. La promesse, c'est ce qu'il y a de plus philosophique, ce qu'il y a de plus haut, quasiment inatteignable. Le but, en réalité, c'est pas de réussir sa promesse, mais de tout mettre en œuvre pour y arriver, de manière à ce que quand tu sois sur ton lit de mort, j'ai souvent cette image en tête, tu es seul, tu sais que tu vas claquer dans 2-3 jours, tu le sens, tu vois, tu vas partir, et il n'y a personne autour de toi, il est, je sais pas, 23 h, tu es tout seul, un mercredi soir sur ton lit, et tu dis, est-ce que la vie, je l'ai vécu à fond et est-ce que j'ai essayé de faire tout ce que je voulais? Et à partir du moment où tu dis ouais, j'ai essayé, j'ai tout fait, c'est pas grave, tu vois, même si t'as pas réussi et qu'en France, bon, on restera dans ce système féodal, tu vois, à mon sens, très hiérarchique, vertical, bon, moi j'aurais tout fait pour essayer. Donc ça, c'est le côté philosophique. La mission, un cran en dessous pour une marque, c'est d'expliquer ce que tu vends, quel est ton business. Donc typiquement, c'est de la nutrition pour tous les moments de la journée. Donc ça te permet d'expliquer, tu passes sur BFM, tu dis voilà en une phrase qu'est-ce que vous faites. Et puis les valeurs, c'est celles que je t'ai expliquées, ambition, détermination, résilience, passion. Et donc ces 3 clés essentielles, promesse, mission et valeurs, c'est un fil rouge. Donc c'est ton fil conducteur, ton fil rouge qui va te permettre justement de te guider lors de tes décisions. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es vraiment posé la question, où tu as hésité en fonction de tes valeurs, de ta mission, de ta promesse? Ouais, notamment pendant les recrutements. Tu vois, quand tu recrutes quelqu'un, tu as 2 profils qui ont les mêmes skills, qui sont tous les 2 bons dans leur job, et tu te dis lequel je prends ou laquelle je prends. Et en réalité, c'est là que tu dois te rabattre sur ta brand plateforme en te disant qui colle le plus à mes valeurs. Et c'est là que tu sais que tu as le bon profil parce qu'il va comprendre ce que tu veux faire, il va être aligné avec ton ambition, avec ta vision. Donc il y a plein de fois dans la vie, parfois on me propose des deals où je peux gagner de l'argent. On me dit est-ce que tu veux faire ce plan immobilier, ce truc? Et quand j'ai un doute, je me dis attends, est-ce que ça colle avec mon truc? Par exemple, si tu me dis viens, on investit dans un appartement, je sais pas, c'est pas ambitieux. Donc vas-y, on perd pas de temps, je fais que des projets. Si tu me dis viens, on achète un immeuble, là, ça peut me chauffer parce que tu vois, c'est un truc à grande échelle. Il faut que ce soit un immeuble où on peut avoir un impact. Je veux pas juste un immeuble normal, je veux un truc, tu vois, qui va être moderne, qui va réinventer un peu le quartier. Enfin, et c'est toujours comme ça que je me pose. Et au final, ça me permet de sélectionner parce que quand tu as de l'argent, le plus dur, c'est d'avoir quelques millions au début. Et ensuite, tu vois, ça déroule et ça vient. Et on te propose 10 000 plans. Et le souci, c'est que si tu choisis mal tes plans, tu t'enlises un peu dans ta réussite et oui, tu gagneras toujours, mais moins que ce que tu aurais pu faire. Il faut garder une vision d'ensemble et pas te satisfaire de ce que tu as déjà fait. Ces valeurs sont incarnées à la perfection. On va commencer justement par le travail. Tu parles de TTC. Alors, on ne parle pas de taxes, mais on parle de travail, talent et chance. Alors, il n'y a pas de talent sans travail. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut le prendre. C'est travail, talent, chance. Travail, c'est la clé. Quoi que tu fasses, dans tous les cas, il faut que tu sois impliqué, il faut que tu sois commit à 200%, il faut que tu sois obsédé par cette envie de toujours faire plus et ça passe par le travail. Et quand je dis travail, c'est pas en mode burn-out où tu dois tester tes limites parce qu'en réalité, si tu aimes ce que tu fais, t'es pas en burn-out. Le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est quand tu fais un truc qui te saoule et que tous les jours, tu dois le refaire. Mais quand tu aimes ce que tu fais,
bon bah t'es passionné, ça t'excite de toujours être meilleur et du coup tu peux avoir une charge de travail qui est énorme. Moi franchement j'ai un emploi du temps qui est pas facile, mais je kiffe parce que à chaque fois je passe un bon moment là, tu vois, je suis avec toi, je kiffe, je suis content. Je me dis pas putain ça me fait chier machin, je viens, je le fais, après je vais devoir en faire un autre, mais c'est agréable. Et le jour où ça m'amusera plus, peut-être que ça va se passer, j'arrêterai et je ferai autre chose. Donc ce qu'il faut c'est faire des cycles. Je crois que l'humain est plus fait comme à l'époque pour faire 30 ans dans la même boîte, mais qui veut tester plein de choses, avoir plein de facettes différentes. Et quand tu as fait un choix, tu le fracasses. Le talent, naturellement, il faut qu'il soit là. C'est-à-dire qu'on a tous des compétences naturelles. Il y en a qui vont être très forts à l'oral, d'autres ça va être à l'écrit. Certains ils vont savoir chanter, d'autres ils sont très bons en sport parce qu'ils ont une puissance de récupération qui est plus forte que la normale. D'autres ils vont être super bons en calcul mental. Enfin bref, tu vois, tu as 10 000 trucs et il faut trouver ce skill qui est différent et utiliser cette facilité pour gagner contre les autres. Parce qu'en réalité, la vie est un combat. C'est-à-dire que à l'école, on te dit nanana, il faut aimer les uns les autres. Je ne dis pas qu'il faut être méchant, mais la vie est un combat. C'est-à-dire que moi, je suis en compétition avec d'autres personnes constamment. C'est sain parce que tu vois, il ne faut pas être dans la destruction de l'autre en mode je veux qu'il échoue. Tu dois apporter la lumière sur ton projet et pas l'ombre sur les autres. Mais malgré tout, tu es en compétition et la plus importante, c'est la compétition que tu mènes contre toi-même. Et la réalité, c'est de te dire est-ce que en tant que personne, je suis un meilleur résultat que ce que j'étais il y a 1 an ou 2 ans? Et si la réponse est oui, c'est cool, c'est que tu es dans le bon sens et il ne faut pas te précipiter. Tu as besoin d'avoir raison qu'une fois pour faire de belles choses dans ta vie. Et il y a plein de mecs comme le fondateur de KFC qui ont réussi à 60 ans, 65 ans. Et si tu te compares aux autres, tu es toujours, par exemple, moi je suis naze, tu vois, si je me compare à Elon Musk. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est que qui je suis aujourd'hui vs qui j'étais il y a 10 ans, parce que chaque histoire est différente. Donc ne pas se comparer ni par le bas ni par le haut, rester dans son énergie et faire en sorte de pousser son potentiel au maximum. Justement, l'énergie est importante, tu travailles sans relâche, ton emploi du temps est serré. Donc j'imagine bien que tu as un mode de vie sain. Est-ce que tu peux nous donner justement les clés pour avoir un mode de vie sain? Tu parles de 2 méthodes, 2 fonctionnements différents, qui sont la to-do list et la planification de créneaux. Est-ce que tu peux nous expliquer tous ces secrets infaillibles pour un mode de vie sain et un emploi du temps équilibré? Déjà, mode de vie, c'est assez basique, mais bien dormir, pas boire d'alcool, faire du sport, avoir un rythme qui est organisé, c'est-à-dire que je ne sais pas comment font ceux qui sortent un mercredi après-midi, un mercredi soir jusqu'à 3 h du matin, etc. Moi, je suis vraiment en mode militaire, mais c'est aussi ce qui me donne de l'équilibre. Donc, je suis heureux d'être comme ça. C'est-à-dire que je me couche tous les jours à la même heure, je me lève à la même heure, je fais mes séances de sport à la même heure, je vais essayer de bien manger, je vais essayer de boire beaucoup d'eau. Des trucs qui me permettent d'être dans un mode de vie qui est healthy et qui me donne de la visibilité. Donc après, si tu as envie de boire de l'alcool, tu peux boire du bon vin rouge de temps en temps ou faire ce que tu veux. Tu vois, si tu kiffes l'alcool et que c'est vraiment une passion, fais-le. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas te défoncer ni à la drogue ni à quoi que ce soit, sinon t'es pas bien. À la rigueur, l'été, tu veux te déboîter un peu, tu t'amuses, tu as moins de travail, tu fais ce que tu veux, ça te permet de relâcher. Mais au cours de ton travail quotidien, tu dois réussir à avoir un rythme qui est sain. Et effectivement, moi j'ai une to-do list, c'est-à-dire que je me marque, dès que j'ai une idée, je la note, parce qu'en fait, arrive un point où tu as tellement de trucs à faire et à gérer que c'est impossible de te dire « Ah oui, bon, j'y penserai plus tard ». C'est-à-dire que la moindre idée, mais ça va de limite « Ah, faut que je me coupe les ongles », je le note, tu vois, parce que sinon ça va s'embriquer dans un truc et tu classes des priorités par jour. Donc ça, c'est ta to-do list quotidienne, truc que tu peux pas te coucher sans les avoir faites. Et puis après, j'ai effectivement un planning qui est très organisé et par slot, c'est-à-dire que le lundi matin, j'ai rendez-vous avec mon top management de mes boîtes, soit de feed, soit de mes boîtes IMO, soit de mes boîtes d'investissement, etc. Je parle à tous les C-level et donc je leur lance la semaine. Je leur dis les points que je me suis notés pendant le week-end. Pareil pour éviter, tu vois, de spammer les gens, c'est-à-dire que si en tant que chef d'entreprise ou en tant que leader, dès que tu as une idée, tu l'envoies sur Slack ou WhatsApp à tes équipes, tu vois, tu les interromps dans leur travail et ça sert à rien. Donc moi, je me note toutes les idées quand j'en ai. Et le lundi matin, je leur dis « Ah, j'ai pensé à ça, 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 il faut faire ça, ça, ça. » Et du coup, tu vois, ils dépotent pendant la semaine. Donc le lundi matin, je vais parler à mes C-level. Le lundi après-midi, je vais parler à toutes mes équipes en mode global, kick-off, meeting. Le mardi matin, je vais travailler seul sur mes points importants. Le mardi après-midi, je vais faire les rendez-vous interviews. Le mercredi matin, je parle à tous les sujets juridiques, co-packing, etc. Le mercredi après. Et tu vois, chaque slot comme ça est prévu, ce qui fait que je me mets dans un mode automatique où je sais que le mardi matin, je dois killer ces problèmes en premier et puis après, je dois faire ça.
et ça te permet d'être beaucoup plus efficace et de varier ton quotidien. C'est-à-dire que si je faisais feed tous les jours ou de l'investissement tous les jours, ça me lasserait. Alors que là, au final, tu vois, je vais ponctuer un peu mes semaines de manière différente. Des méthodes qui te permettent justement de gagner du temps. Le temps n'est surtout pas à négliger. Quelle importance, quelle valeur accordes-tu au temps? Le temps, pour moi, c'est la chose la plus chère, la plus importante, parce que c'est la seule chose que tu ne peux pas acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens disent oui, l'argent, c'est pas la clé, mais la réalité, si, l'argent, c'est nécessaire. Tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Ou alors, tu vois, on peut dire aussi l'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait le bonheur des pauvres. Donc, évidemment qu'il te faut de l'argent. Il t'achète la santé. Quand on dit oui, l'argent n'achète pas la santé, bien sûr que si, puisque quand tu as de l'argent, tu manges mieux, tu peux te prendre un coach privé, tu peux te prendre un cuisinier qui va te faire que des trucs healthy. Si tu es malade, tu vas aller dans les meilleures cliniques privées, donc tu vas être beaucoup mieux traité avec des traitements qui sont plus aboutis. Donc l'argent t'achète tout, sauf le temps. Alors je pensais en même temps l'argent n'achète pas l'amour, mais en fait si aussi, parce que quelque part c'est horrible, mais quand tu as un super lifestyle, que tu es épanoui, que tu fais du sport et que tu es plus beau parce qu'en réalité tu vas avoir le temps d'aller chez l'esthéticienne, chez le je sais pas quoi, que tu vas avoir des fringues, quelque part tu attires plus les gens. Donc l'amour étant une connexion initiale entre deux humains, l'argent achète aussi l'amour. C'est horrible, les gens vont dire sur Insta l'argent rend plus beau aussi. Mais l'argent si ça aide, donc évidemment ça, si tu es un gros con superficiel ou une grosse conne évidemment superficielle, tu resteras un bolos. Mais si tu es quelqu'un de bien et que en plus tu as de l'argent, tu peux quand même faire profiter tes potes et vraiment quel kiff quand tu es en vacances et d'inviter des gens avec toi, tu vois, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens ou qui t'ont accompagné. C'est un vrai plaisir et quelque part tu achètes aussi de la relation humaine, mais pas dans le sens tu achètes l'autre de manière pragmatique, mais tu lui fais vivre des moments qui sont beaux et donc tu crées des liens et c'est aussi ça l'intérêt, tu vois, quand tu as de l'oseille, c'est de faire profiter les autres et de t'amuser. Tu utilises cette métaphore, plus on s'approche du sommet, plus le vent souffle fort. Alors devenir entrepreneur, c'est accepter de grosses responsabilités, c'est aussi supporter la pression. Quels sont tes conseils pour connaître ses limites ? T'as raison, plus tu as du succès, plus tu deviens clivant et plus les gens ont un avis sur toi, c'est à peu près évident et sûr à 100%. Moi, tu vois, il y a plein de gens qui ont des avis sur moi sans me connaître et j'en parlais hier dans un autre podcast, les gens me disaient putain on pensait que t'étais un gros con et en fait t'es plutôt sympa et t'es obligé d'être un peu un cliché parce que sur Instagram t'as un contenu de 8 secondes ou 20 secondes donc tu peux pas aller dans la nuance, t'es obligé de dire l'école c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est nul, tu vois, tu vas pas argumenter et donc souvent les gens le prennent au pied de la lettre et vont avoir tendance à te juger sur quelques détails, même dans les émissions qui veulent être mon associé et compagnie, tu vas dire pendant 5 minutes des trucs sympas sur la personne, tu vas charger un tacle, on va garder que le tacle et donc les gens se disent qu'est-ce qu'il est dur, etc. Donc tu dois être prêt à avoir de l'injustice autour de toi et tout. Moi, c'est un tout petit niveau parce que je suis avant tout un businessman, tu vois, je suis pas un influenceur, on a un peu de monde qui nous suit sur les réseaux, mais la réalité, c'est qu'on fait de l'argent avant de faire des réseaux et on utilise les réseaux comme un levier pour faire passer notre message. Mais les influenceurs qui sont très connus, je pense à Lena Mafouf et compagnie, leur quotidien, c'est de se faire défoncer sur les réseaux sociaux et de manière hyper ingrate par des gens qui les connaissent pas, qui ont souvent une vie de merde. Et quelque part, faut même pas cracher sur les haters parce que moi, je suis en empathie avec eux, c'est-à-dire que j'ai de la peine pour eux. Et s'ils en sont arrivés au point de t'insulter gratuitement sans te connaître, c'est que leur vie quelque part est triste. Et j'ai conscience que tu vois, la société est difficile. Vivre aujourd'hui, et encore la France est privilégiée comparé à plein d'autres pays, mais vivre dans cette société où il y a des gens qui sont milliardaires sans avoir à travailler et toi tu galères pour finir la fin de mois, te déclenche une sorte de haine qui va te ronger. Et c'est aussi notre message de dire aux haters, on comprend que ta vie elle n'est pas facile, mais essaie d'utiliser cette haine que tu as à l'intérieur de toi pour créer de l'énergie, pour créer de la valeur. Et c'est pas en insultant des gens sur Instagram, sur Twitter ou je sais pas quoi, que tu vas réussir à aboutir à quelque chose d'intéressant. Donc faut prendre du recul. Moi ça m'affecte pas du tout, tu vois, il y en a plein qui me défoncent tout le temps. Dès que je dis un truc, il y a des gens qui me défoncent. Mais vraiment ça me fait ni chaud ni froid parce qu'en réalité c'est des gens qui, s'ils étaient en face de nous, ne diraient rien et seraient contents, tu vois, de parler avec toi. Donc toujours prendre du recul et créer une sorte de carapace émotionnelle qui fait que tu vas entendre les critiques parce qu'attention, il ne faut pas être complètement imperméable. Il y a souvent des trucs vrais. Parfois, quand tu te prends un bad buzz, il y a des gens qui vont exprimer quelque chose et je le lis, je dis ouais, il n'a pas tort, il faut que je fasse plutôt comme ci ou comme ça. Mais tout ce qui est insultes, bas étage et compagnie, ça te fait ni chaud ni froid. Et une fois que tu as compris ça, tu fais tes bails, tu fais ton délire et au final, ce qui compte, c'est
qui part en vacances, qui a de l'oseille, qui peut s'acheter cette voiture, qui peut faire ci, qui peut faire ça, qui a créé 300 emplois en France. Et quand tu penses de manière factuelle, tu réalises que la plupart du temps, c'est assez superficiel ce qui t'est reproché. Il faut avoir les épaules, il faut supporter la pression, il faut justement se forger. Et donc du coup, pour identifier ses limites, il faut prendre des risques. Est-ce que tu peux nous parler des plus gros risques que tu as pris pendant ton aventure feed, des risques qui t'ont mené à des échecs, comme des risques qui t'ont mené à des victoires? Ouais, les risques, c'est quotidien. Donc, tu peux pas avoir peur de l'échec. Moi, j'adore l'échec. Au contraire, je sais qu'il me regarde là, tapis dans l'ombre et il attend le moindre faux pas pour surgir. Donc, j'ai jamais peur d'essayer. Du coup, on a dépensé un peu trop à certains moments. J'ai recruté 70 personnes, 80 personnes en un an. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on est 25-30 et on est plus efficace que quand on était 80. Donc, on a voulu faire trop compliqué. On a lancé des sites internet. À un moment, on était sur Shopify. On a voulu développer un Magento. J'avais recruté 5 devs à temps plein pour avoir un site qui était moins efficace que notre Shopify. Enfin, tu vois, on a fait plein de trucs comme ça. Mais par contre, j'avais pas peur de couper. C'est-à-dire qu'on avait dépensé 1 million sur le site internet Magento. Le site, il marchait pas. Bah, on l'a coupé et on est reparti sur Shopify. Et tu vois, il y a plein de CEO qui auraient dit non, on a dépensé 1 million, on continue d'essayer. Faut pas avoir peur de se couper la main et c'est aussi ce qui fait que bah, tu vas perdre de l'argent plein de fois. Tu vas essayer le Web3, tu vas essayer d'investir dans des SaaS, tu vas essayer d'investir dans la tech, tu vas essayer d'investir dans les fintech. Ouais, il y en a peut-être la moitié qui vont pas marcher, mais ce qui va marcher, par contre, tu vas faire des gains énormes et n'ayez pas peur de tester, surtout quand vous êtes jeune. C'est-à-dire qu'entre 20 et 30 ans, moi j'ai enchaîné les échecs, mais c'était trop cool parce que j'apprenais à chaque fois et ça me servait dans l'aventure qui suivait et je ne refaisais pas les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis assez serein parce que j'ai tellement bien placé mon argent, parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables que maintenant, je suis à peu près baqué. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu comme vous faites par exemple en ce moment, tu vois, avec les Insta, avec les YouTube, avec les réseaux sociaux. Il y a des blogs, il y a des masterclass, il y a des cours. Tu peux faire les cours de Harvard en ligne gratos. T'as plus d'excuses pour pas pouvoir être formé. À mon époque, moi, il n'y avait pas Internet ou alors c'était les tout débuts, tu vois. Tu mettais 10 minutes à charger une page d'un forum. Tu pouvais pas avoir accès à l'info et donc tu avais une vraie barrière entre les grandes écoles, HEC et compagnie et ceux comme moi qui venaient de la banlieue parce qu'en réalité, tu n'avais pas accès au savoir. Maintenant, le savoir, il est gratos, il est partout, donc tu n'as plus d'excuses. N'importe qui peut réussir. Évidemment, ce sera plus dur pour le pauvre que pour le riche, tu vois, faut pas se voiler la face, mais ça reste possible. Tu as levé plus de 40 millions. Tu as perdu beaucoup de millions. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu les as perdus et qu'est-ce que tu as fait pour remonter la pente à ce moment-là? Ouais, plusieurs fois, j'ai perdu tout ce que j'avais. Mais vraiment, c'était ouf. Hein. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais cette capacité à être très optimiste. C'est-à-dire que j'étais affecté pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je me disais « Oh putain, vraiment, ça va être horrible ». J'avais l'impression que tu vois, me ramener à ma condition initiale et que j'allais jamais pouvoir m'extraire et qu'à chaque fois que j'avais réussi à commencer, boum, je retombais, tu vois. Donc c'était hyper dur, mais en réalité, être dans une phase où tu te dis je suis 100% responsable de tout ce qui m'arrive, c'est parfait parce que tu vas pas essayer de repousser tes responsabilités, tu vas pas essayer de faire Calimero en disant le monde est contre moi, les gens sont contre moi, en te disant c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et au final, ça marche pour tout, même quand un employé fait une connerie. Tu dois pas te dire putain mais il est con, tu vois, on peut pas compter sur l'humain en France, c'est impossible de bien recruter. Non, tu dis j'ai mal choisi la personne ou alors je l'ai mal onboardé, je lui ai mal expliqué ce que j'attendais d'elle et quand tu penses comme ça, tu vas repenser, tu vois, ta manière de travailler au quotidien et tu vas t'améliorer constamment. Donc j'étais jamais détruit par une mésaventure. Ça me faisait marrer, carrément, je me souviens, parfois j'étais dans mon lit et je venais de tout perdre et tout le monde, enfin beaucoup de gens auraient pleuré et moi je rigolais dans mon lit, je dis mais quel blaireau quoi, c'était tellement évident que c'était un plan foireux, mais tu vois l'appât du gain te fait souvent faire des erreurs et quand c'est trop beau, faut pas y aller, quand c'est trop rapide, faut pas y aller et on est un peu dans une génération Instagram où tu vois tu fais un post ou pire TikTok, tu vois, sur TikTok tu mets un chat qui te lèche la joue, tu peux avoir 3 millions de vues ou je sais pas combien de milliers de likes. Et du coup, tu as l'impression d'avoir réussi, tu vois. Sauf que le succès, il n'existe pas sans effort constant et sans une répétition. Tu vois, le véritable talent, c'est pas de faire un exploit, mais c'est de répéter les exploits. Et quand tu penses à des mecs comme Michael Jordan ou des grands sportifs, ils n'ont pas mis un panier important, ils en ont mis des milliers. Et c'est là-dedans que tu vois le talent. Et d'ailleurs, lui, il en parle dans sa biographie, ou comme plein d'autres sportifs, comme Nadal, comme Usain Bolt, comme plein de personnes qui ont fait des grands trucs, ils se sont loupés plein de fois.
Mais malgré tout, ils ont continué. Michael Jordan, il dit, on me dit que je suis un winner, un machin, mais j'ai loupé 1200 tirs importants, j'ai perdu des centaines de matchs, j'ai loupé je sais pas combien de coupes, mais j'ai eu plus de réussite que d'échecs. Et en fait, qu'est-ce qu'un winner? C'est juste un loser qui a essayé une fois de plus et qui a réussi. Justement, ton audace t'a permis de prendre des risques. Pour toi, l'ambition est hyper importante. Tu parles souvent d'OKR, d'objectifs à court terme. Est-ce qu'il faut privilégier les objectifs à court terme ou à long terme? Ouais, il faut faire un mix en fait. OKR, c'est vraiment des objectifs que tu vas te fixer, objectifs key results, donc c'est vraiment les objectifs clés à atteindre. Et la meilleure méthode, c'est de faire court terme, moyen terme, long terme. Si tu te mets que des objectifs court terme, c'est-à-dire que tu n'as pas de vision et donc tu oublies la big picture. Si tu mets que des long termes, tu vas te démotiver parce que du coup, si tu dis je veux être milliardaire, bon, bah, quand tu commences de zéro, tu vas avoir l'impression de jamais pouvoir réussir. Donc du coup, admettons tu veux être milliardaire, il faut te dire d'abord je dois gagner 100 000 euros. Après, je devrais en gagner 1 million. Quand j'aurai gagné 1 million, il faudrait que j'en gagne 10, etc. etc. Donc tu as vraiment des objectifs court terme, moyen terme, long terme et tu dois naviguer entre ces différents objectifs, donc être dans l'opérationnel vraiment acharné pour tes objectifs court terme, mais aussi de temps en temps te poser, faire un board potentiellement, tu vois, créer une structure, un conseil stratégique avec des advisors qui vont t'aider à réfléchir. Et une fois par mois, tu te poses pendant 2 heures et tu dis voilà, où est-ce qu'on va? Est-ce que mon produit il est intéressant? Est-ce qu'on sent qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des concurrents aux États-Unis ou en Chine qui réussissent? Et tu regardes loin devant et ça te permet, tu vois, de souffler un petit peu et de ne pas rester la tête dans le guidon. Donc il faut absolument que les objectifs à court terme comme à long terme soient vraiment réalisables. Ouais, ça sert à rien de te dire, tu vois, demain je vais gagner un concours d'haltérophilie. Tu vois, déjà mon physique fait que je ne serai jamais un mec musclé qui fera 200 kilos. Je peux être fit, je peux être musclé, mais je suis ectomorphe, c'est-à-dire que je vais digérer rapidement ce que je mange. Donc il faudrait que je bouffe comme un malade pour pouvoir être un haltérophile. Donc déjà trouver des objectifs qui sont en cohérence avec ce que tu es et ensuite réussir à te mettre des étapes. C'est comme si tu te dis je vais courir un marathon dans 3 semaines. Tu es sûr de le louper, tu es sûr de te blesser. Par contre, si tu te dis dans 1 an et demi je veux faire un marathon et la semaine prochaine je dois courir 1 km et la semaine d'après je dois en courir 2 et la semaine d'après je dois en courir 3. Ben là du coup tu es content parce que quand tu vas réussir à courir 1 km, tu vas pouvoir mettre une case, tu vois, qui est cochée. Trop cool, j'ai réussi mon objectif et ça va te motiver à aller faire le suivant. Et il y a une image qui est assez parlante, c'est que vous la trouverez sur internet. Si tu as une échelle avec des barreaux trop espacés, ben, tu ne peux même pas attraper le prochain barreau. Alors que si tu as une échelle avec plein de petites marches, bon, ben, même si tu mets du temps pour grimper, tu y arriveras. Maintenant que les objectifs sont fixés, autour de la communication à faire son travail. Est-ce que la meilleure communication est celle du bouche à oreille? Quelle est la clé pour gagner en notoriété organique? Pour gagner de la notoriété organique, tu n'as qu'une solution, c'est de créer du contenu qui apprennent aux autres. C'est-à-dire que quand tu postes sur les réseaux, la meilleure question c'est est-ce que ça sert à ma communauté? Est-ce que j'apporte une information? Est-ce que parfois juste je fais rire, tu vois? Est-ce que c'est un truc qui détend l'atmosphère? Mais ça doit pas être un post par ego. Tu as trop de gens qui se prennent en photo parce qu'ils sont beaux gosses, parce que ils ont une belle voiture, parce que ils sont avec un cigare, parce que tu vois, mais si ça n'apporte rien, c'est pas utile. Il faut, et c'est Gary Vee qui l'expliquait, donner pour un moment reprendre. C'est-à-dire que nous, par exemple, avec Feed, on va créer plein de contenu et la personne, quand elle hésite chez Franprix ou Monoprix à acheter du Feed ou une autre marque, elle va acheter du Feed parce qu'elle nous est quasiment redevable, parce qu'elle va se dire « Ah ouais, c'est vrai que sur les réseaux, ils m'ont appris plein de trucs, ils m'ont donné des tips, ils m'ont expliqué comment le business ça se passait. » Je vais leur acheter une barre. C'est une manière de voter, tu vois, pour une marque. Et c'est pour ça qu'une marque doit réussir à créer un lien. Et c'est la même chose pour une personne, pour un influenceur. Quand tu offres du contenu de qualité, les gens te suivent. Et je pense que c'est la meilleure manière aujourd'hui de faire un business. Si j'avais rien et que je me disais, vas-y, je me lance, je créerai d'abord une communauté en étant expert d'un sujet. Il faut que ce soit un truc qui te plaise. Je dis n'importe quoi, ça peut être les montres, ça peut être les voitures, ça peut être la mode, ça peut être ce que tu veux, le sport. Et en devenant un expert, tu vas avoir une légitimité, une crédibilité qui va te permettre le jour où tu lanceras un produit de dire à ta communauté, vous avez vu à quel point je maîtrisais mon sujet, je lance un produit et les gens vont se dire évidemment, le produit va être cool, va être top parce que le mec il est sérieux, il sait de quoi il parle.
Donc le client achète d'abord la marque avant le produit. Et donc pour faire rayonner sa marque, il faut être soi-même. On parle de storytelling. Donc on doit comprendre que l'essence, que l'authenticité a vraiment sa place et est vraiment essentielle pour créer sa marque. Ouais, l'authenticité, c'est la clé. Ça sert à rien de t'inventer un personnage, de te travestir, de te mentir à toi-même en réalité parce que les gens vont le sentir. On a cette chance, grâce aux politiciens d'ailleurs, d'être capable de détecter le mensonge parce que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on nous ment et que les gens prennent une posture. Tu vois, la gauche, la droite, tout ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, j'ai la chance, je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais je fréquente quelques politiciens, je fais des dîners avec eux et ce que j'observe, c'est qu'ils sont dans une posture qui est évidente, c'est-à-dire que les gens de droite, parfois ils vont être de gauche, les gens de gauche vont être de droite, mais ils disent « ouais, moi il y avait une place à ce moment-là, dans l'opinion publique, on cherchait un mec charismatique à gauche, bah j'ai été à gauche ». Tu vois, c'est pas authentique. Et quand tu es sur les médias, les réseaux sociaux, etc., ce qu'il faut, c'est raconter ton histoire parce que du coup, tu n'as pas besoin de la préparer. Tu vois, là, je suis arrivé, j'ai pas des fiches, j'ai pas quelqu'un qui me souffle ce que je dois dire parce qu'en fait, je sais que je vais bien le faire parce qu'on va parler de moi. On va parler de mon histoire et comme je mens pas, j'ai pas besoin de réfléchir, tu vois, de me dire attends là qu'est-ce qu'il faut que je dise. Non, juste je raconte mon histoire et c'est ce qui crée de l'empathie parce qu'en parlant de tes faiblesses et de tes failles, les gens vont s'identifier à toi. Si tu dis je suis blindé, je suis jeune, j'ai de l'oseille, ma femme elle est mannequin et mes enfants ils sont magnifiques, ils ont 142 QI, ils ont sauté 3 classes. Personne s'identifie, tu vois, ils se disent bon laisse tomber, le mec a trop de chance, ça marchera pas. Alors que si tu leur dis ouais mais moi j'ai galéré, j'ai vécu telle catastrophe, tel truc, quel machin, ils vont se dire ah ouais le mec en fait a des failles et du coup ils vont avoir envie de l'accompagner, ils vont avoir envie de le suivre et c'est pour ça que dans tous les films de super-héros, à la base le super-héros c'est un nobody quoi, tu vois, c'est quelqu'un de lambda auquel tout le monde peut s'identifier. Peter Parker, tu vois, Spider-Man, c'est une grosse vicose. Il se fait bisuter à son école, machin. Puis un jour, il se fait piquer, ça devient un super-héros. Et ça lui permet d'être quelqu'un de sympa, de ne pas oublier d'où il vient, parce qu'il a des valeurs et qu'il a galéré. Donc, il connaît le peuple parce qu'il vient du peuple. Et les gens, du coup, vont le suivre, vont l'aimer. Et c'est ça que vous devez travailler. Racontez votre histoire et trouver ce qui vous met mal à l'aise. En fait, c'est paradoxal, mais vous devez trouver vos failles. Vous n'avez pas envie d'en parler parce que c'est très personnel. Par exemple, moi, parler de ma famille, tu vois, mon père violent, etc. C'est pas un truc qui me fait kiffer quand j'en parle parce que ça me renvoie mes propres démons. Mais c'est ma réalité et c'est en parlant que je vais peut-être inspirer des gens qui eux aussi sont dans une situation difficile et qui vont se dire regarde, lui aussi il a galéré mais il a réussi à s'en sortir. Donc c'est un message d'espoir parce qu'au final je suis ni plus ni moins un mec normal. Tu vois, je suis pas particulièrement intelligent, je suis pas particulièrement beau, je suis pas riche de naissance, je viens d'une famille hyper basique. J'ai pas un skill, tu vois, incroyable où tu te dis ah ouais mais il est au-dessus de la normale. Donc au final je suis un message d'espoir pour tous les gens normaux. Être honnête pour créer une proximité avec la communauté, ce qui va permettre justement de bien communiquer. Mais avant tout, ça commence par choisir sa cible. Comment on la choisit ? Il faut trouver une target, une niche en général que tu vas pouvoir bien exploiter, bien travailler. Nous au début c'était les gamers et les sportifs par exemple avec Feed parce que c'était les utilisateurs les plus logiques et faciles. Et donc ça sert à rien de te dire au début je vais cibler les gamers, les urbains, les avocats, les sportifs et les nanas et les femmes enceintes parce qu'en réalité tu parles à tout le monde et donc tu parles mal à tout le monde, tu vois. Alors que si tu as une micro-niche et que tu la cibles très précisément, cette niche, tu vas réussir à l'atteindre et ça va devenir des early adopters et ils vont te soutenir dans la prochaine étape. Donc, il faut vraiment faire la courbe du marketing assez classique. Au début, tu te concentres sur les early adopters. Tu vois, typiquement, si tu fais un parallèle avec Apple, ils ont vraiment les oufs qui vont faire la queue dans la rue quand il y a un nouveau produit. Ils vont dormir dans une tente. Tu vois, ça paraît quand même ouf parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le téléphone dans une semaine. Ils pourraient le recevoir chez eux. Mais non, ils vont dormir dehors pour avoir le téléphone. Eux, c'est les early adopters, c'est les oufs, tu vois. Et qui vont parler autour d'eux de la marque. Ils vont dire à quel point c'est dingue. Ils vont faire des blogs dessus. Qui vont expliquer pourquoi c'est trop cool. Et puis après, tu as les personnes normales qui sont en avance sur la technologie, mais tu vois, qui ne sont pas au point d'aller dormir dans une tente, mais eux, ils vont le recevoir. Et puis après, tu as le mass market qui, même s'ils l'ont 3 mois après, le téléphone, ça leur va très bien. Et derrière, tu vas voir les retardataires. Eux, c'est les gens qui ne sont pas sensibles à la technologie, mais qui vont acheter uniquement quand le monde entier se sera mis à l'iPhone et qui se diront bon, c'est quand même important parce que j'ai l'impression que tout le monde l'utilise. Et à la fin, tu as vraiment les late guys
où eux, ils sont anti-technologie et ils considèrent que un iPhone, ça sert à rien et que leur Nokia 3310, il fait toujours l'affaire. Et eux, tu les convertiras pas. Donc en réalité, ça sert à rien d'aller sur le late, surtout quand tu es une startup, tu dois te concentrer sur le tout début du marché. Donc trouver sa niche, qui va permettre de trouver ta cible. Donc c'est tout un process d'évolution. Selon toi et ton expérience personnelle, quelles sont toutes les clés du succès? Les clés du succès, c'est les clés qui te sont propres parce qu'au final, il n'y a pas une définition du succès. Si ce n'est peut-être être heureux dans ce que tu fais. Il y en a, ça va être l'argent, d'autres, ça va être visiter un maximum de pays, d'autres, ça va être avoir une famille heureuse, épanouie, d'autres, ça va être avoir un maximum de connaissances, la culture générale, lire je sais pas combien de dizaines de livres. Donc au final, ce qui compte, c'est de trouver tes objectifs et il faut être capable de t'écouter. C'est pas tes parents, c'est pas la conseillère d'orientation qui va le faire pour toi. Ça m'a toujours interpellé, cette conseillère d'orientation qui, sans te connaître et en te parlant 10 minutes, en fonction des résultats qu'elle va voir sur ton bulletin de notes, va te dire, toi, tu devrais aller en bac STT. Et donc, tu vas faire un bac STT, tu sais même pas ce que ça veut dire, tu vois, il y a STT, STI, SL, ES, enfin, tu vois, je sais pas, tu dois en avoir 25 au moins. Et une fois que tu as ce bac, ce qui est fou, c'est que ta vie va être écrite, définie en fonction d'un choix que quelqu'un a fait pour toi. Donc au contraire, je pense qu'il faut se questionner et demander à tes enfants ou te demander à toi-même quand tu es jeune, qu'est-ce qui m'excite vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire le week-end? Est-ce que j'ai envie d'aller créer des cabanes en extérieur ou est-ce que je joue plutôt aux jeux vidéo? Est-ce que je fais des maths? Est-ce que je joue au foot? Et en fonction de tes passions, tu fais des choix. Et tu vois, quand je dis tu joues au foot, tu n'es pas obligé d'être footballeur professionnel parce que là, forcément, tu as une probabilité de réussite qui est très basse. Mais tu peux être agent de foot, tu peux être journaliste de foot, tu peux être plein de trucs autour du foot. Mais ce qu'il faut, c'est trouver tes passions et assumer ce qu'elles sont. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec des influenceurs, on le voit avec des personnes du Web3, on le voit avec des personnes… Au début, c'était pas sexy. Tu vois, je pense à Asher qui est à fond dans le Web3, etc. Au début… le mec est brillant hein, au demeurant lui, donc tu vois, il a une petite facilité, c'est qu'il a une aura qui est impressionnante, il est capable d'en parler. Mais à la base, quand il parlait du Bitcoin au début, tout le monde se foutait de sa gueule parce que le Bitcoin, personne ne savait ce que c'est. Donc aujourd'hui, les gens se disent « Ah ouais, il a réussi, il est riche, il a de la notoriété. » Mais en réalité, il n'a pas de la notoriété parce qu'il a sauté dans le Web3 quand c'était FOMO ou que c'était la hype. Il faisait du Web3 avant tout le monde, il était passionné par ce qu'il faisait, ce qui fait que quand ça a explosé, il était au bon endroit au bon moment. Donc le timing, c'est super important, mais c'est surtout la passion et ce que tu vas aimer faire qui fait qu'à un moment, tout devient à la mode, à un moment ou un autre. Tu vois, il suffit d'être patient et si tu le fais bien, c'est toi qui déclenche ta traction, qui déclenche ton énergie. Trouver sa passion, ça rejoint trouver son why au final, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est trouver ce qui te plaît et comment le craquer, comment en faire quelque chose de puissant. Et c'est ce qu'il a réussi à faire à Asher, mais tu as 10 000 exemples. Tu vois, à la base, c'était pas à la mode, c'était pas hype, mais à un moment, ça est devenu, il était là. Et il y a même des gens qui déclenchent, tu vois, des verticales. Il y a 30 ans, être un gamer, c'était pas un métier. Tu vois, et puis après, il y a eu Twitch, etc. Et des mecs qui jouaient aux jeux vidéo sont devenus multimillionnaires parce qu'ils faisaient des parties de FIFA ou je sais pas quoi en ligne. Et ça, c'est cool parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réussite. Pendant longtemps, on a dit les jeux vidéo, c'est pourri. Et en réalité, tu vois que ça devient un métier, ça devient même un sport, il y a des compétitions. Donc si tu kiffes les jeux vidéo, fais-le. Mais par contre, tu le disais très justement, il faut être ambitieux. Si tu joues aux jeux vidéo et qu'à FIFA, tu te satisfais d'être en division 4, bon, ben, c'est que tu es fané, quoi, tu vois. Faut que tu sois l'un des top 100 players sur FIFA. Il faut pas faire les choses de manière moyenne. Et encore une fois, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont dire oui, mais moi j'aime être moyen. Ben, trop cool. Tu vois, si tu aimes être moyen, c'est bien, mais il faut l'assumer. Mais quand tu es moyen, tu peux pas t'attendre à être riche, quoi. Tu vois, typiquement en business. Et quand tu es dans le sport, si tu n'as pas envie de t'entraîner plus que les autres, bah, tu ne seras jamais un joueur professionnel. Et c'est pas grave si ce n'est pas ton objectif. Mais tu peux pas t'attendre à réussir quand tu n'es pas prêt à faire les sacrifices qui vont avec. Avec toutes ces clés, quel est ton meilleur conseil à donner à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est assez simple, c'est de se faire confiance pour moi, être capable de croire en soi. Il y a trop de gens qui ont les compétences, les capacités, mais qui n'y vont pas parce qu'ils réfléchissent trop. Donc quand tu te lances, tu réussis et il y a plein de startups. Je les vois au début, elles sont vraiment pas prêtes à aller faire ces actions, elles ont l'impression de ne pas pouvoir réussir. Mais dès qu'elles se lancent, ça s'enclenche quoi. Parce qu'en fait, il suffit de commencer
Il faut juste pas repousser au lendemain, pas se dire bah je le ferai plus tard. Arrête de faire des Excel, arrête de faire des business plans. Prends ton produit, va dans la rue, fais-le tester aux gens. Et tu vas avoir des retours incroyables et tu leur parles, tu les regardes dans les yeux, ils vont te dire j'aime ton produit ou je l'aime pas. Et ils vont peut-être te dire il n'est pas bon, moi j'essaierai de faire telle recette ou j'essaierai de faire. Et tu absorbes, tu vois, le feedback. Et c'est comme ça que tu y arrives. Donc confiance en soi et résilience. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui n'est pas résilient. C'est-à-dire qu'on a tous galéré, on a tous eu des doutes, on a tous été au bord de la faillite. Une startup, c'est vraiment, c'est comme ça, c'est très sinusoïdal. Donc à toi d'aller de l'avant, de croire en toi et d'être patient. Un dernier mot? Ouais, mais en fait c'est un peu la même chose, mais ce que je dis tout le temps, c'est croyez en vous, quoi. C'est très basique, mais l'humain, je pense, n'a pas conscience de ses capacités. Et c'est au niveau global, c'est-à-dire qu'il y en a trop qui vivent métro, boulot, dodo et qui vont passer dans leur vie comme ça, de manière, tu sais, comme des fourmis. Ça me rappelle, quand j'étais jeune, ça m'interpellait de voir des fourmis. Tu vois, j'achetais un truc en verre, une sorte d'aquarium, je mettais de la terre et les fourmis bossaient dans ce truc-là et elles se rendaient même pas compte que leur existence n'avait pas de sens. Et ben l'humain, c'est exactement pareil. Tu vois, il y a plein de gens qui sont simplement des fantômes qui passent sur cette planète sans avoir le moindre impact, sans s'amuser. Et c'est d'une tristesse, tu vois, terrible. Donc, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, prenez en main votre destin tout de suite, pas demain. Et si vous êtes malheureux, changez de vie en fait. Tout est possible. Et soyez égoïste parce qu'il n'y a qu'en pensant à soi qu'on peut faire de grandes choses. Et en étant égoïste, vous êtes quelque part altruiste parce que quand vous rayonnez, que vous êtes heureux, vous embarquez des gens avec vous. Donc pensez à vous et lancez-vous, faites-vous kiffer. Et forcez votre destin. Et forcez votre destin, évidemment. Merci Anthony. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut et de partager cette vidéo avec un ami entrepreneur. Prochaine interview dans 2 semaines.